De la météo sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et nous découvrirons une nouvelle tendance de glisse de plus en plus à la mode. Il s'agit du ski pendant la nuit. Sensation forte garantie. La station de Manigot en Haute-Savoie propose cette activité plutôt insolite. On le sait, la saison d'hiver a été marquée par de nombreuses avalanches en raison de l'instabilité du manteau neigeux. Nous ferons un point dans ce journal sur les sacs airbags anti-avalanche. Ils permettent de ne pas être entièrement ensevelis sous la neige. Et nous le verrons, les techniques sont de plus en plus modernes. Enfin, un mot de votre météo avec un temps qui devient nuageux. La pluie et la neige sont attendues en fin d'après-midi, maximale jusqu'à 12 degrés en pleine. Vous le savez, les vacances d'hiver ont commencé pour certaines zones avec pas mal de séjours dans nos montagnes. Au programme du ski, la journée, mais aussi, pourquoi pas, le ski pendant la nuit. Exemple en Haute-Savoie à Manigot avec le reportage de Nathalie Ether et Jean-Jacques Buty. On va faire une petite soirée en famille en ski nocturne à Manigot. Démarrer le week-end sur les pistes, visiblement l'idée a fait mouche. Car sur la route, les Lanos ne sont pas tout seuls. L'an dernier, Manigot avait testé le ski nocturne, un vrai succès. 7 pistes sont désormais ouvertes les vendredis et samedis soirs et durant toutes les vacances d'hiver. Il fait pas trop froid, la neige est bonne, les enfants sont contents. Et c'est parti pour 3 bonnes heures de glisse. Le domaine restera ouvert jusqu'à 21h. À raison de 200 kWh par projecteur, on y voit comme en plein jour. Au total, 6 km de pistes éclairées qui font de cette petite station de Haute-Savoie le plus grand site nocturne des Alpes françaises. Le ski nocturne, c'est 3 remontées mécaniques qui permettent en fait de proposer un mini domaine skiable. On offre 2 versants, c'est vraiment la particularité. Et on offre aussi un espace débutant pour permettre aux plus jeunes d'apprendre le ski aussi sur ces périodes nocturnes. L'objectif est d'attirer une plus large clientèle, surtout locale et un peu plus jeune. Ceux qui viennent skier après le boulot ou après l'école. Plus vite, papa. Tu dis ça? Que la vision change un peu, mais c'est super agréable. Et du coup, on va peut-être moins vite et on prend plus de plaisir. Allez, qui veut un bon macho? Depuis l'ouverture de ces nocturnes, la station de Manigot a enregistré une augmentation de 15% de sa clientèle. Comment sauver des vies en cas d'avalanche en montagne avec les récents drames dans les Alpes? La question est de plus en plus d'actualité. Une technologie airbag existe déjà et vous allez le voir, les systèmes continuent d'évoluer. Reportage de Mignot-Duguay avec Dominique Sommet. C'était il y a pratiquement un an. Le 3 février 2015, lors d'une compétition en Autriche, le freerider français Julien Lopez déclenche une avalanche. Il disparaît sous la neige, mais heureusement pour lui, il est équipé d'un sac airbag qui lui a probablement sauvé la vie. Désormais, plusieurs fabricants proposent ce type d'équipement indispensable à la sécurité en haute montagne. Tous fonctionnent sur le même principe, l'airbag se gonfle grâce à un système Venturi, une technologie de turbine sur batterie qui complète le gaz sous pression envoyé par une cartouche. Il y a une seule cartouche qui est montée dans le sac et qui est déclenchée par différents systèmes, c'est-à-dire soit un câble, soit avec de la pyrotechnie. Voilà, donc il y a une seule cartouche qui est montée, qui est vissée dans le sac. Mais une fois utilisée, la cartouche est morte et il faut en racheter une autre, prix moyen environ 100 €. Une faiblesse détectée par un fabricant canadien qui propose un prototype où une batterie très puissante remplace cette cartouche et permet 20 déclenchements successifs. Un intérêt économique mais aussi une sécurité accrue pour l'utilisateur qui n'hésitera pas à s'entraîner. Sur le terrain, le maniement est simple. Une fois la poignée positionnée sur le verre, il suffit de tirer et même en cas d'urgence, tout est prévu. Il y a un système de sécurité qui permet de la déclencher même quand elle sera en position dite fermée, simplement par une petite rotation de 20 degrés. Ce prototype devrait faire son apparition chez les distributeurs spécialisés à partir de l'an prochain pour un prix supérieur aux modèles actuels. Mais en matière de sécurité en montagne, la meilleure garantie de survie demeure la prudence extrême.
Un homme est en garde à vue en Haute-Savoie. Il aurait avoué le meurtre de sa femme originaire du Nord-Isère. Il n'aurait pas supporté leur séparation, l'aurait étranglé et enroulé dans un tapis. Il se serait débarrassé du corps dans un bois de Novalaise, en Savoie. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Chambéry. C'est une route touristique du Vercors très jolie, mais aussi souvent fermée en raison des fréquentes chutes de pierres. La route des Gorges de la Bourne est à nouveau coupée à la circulation en Isère sur une dizaine de kilomètres en raison d'un rocher qui s'est détaché d'une falaise. Le point avec Jean-Christophe Pain et Jean-Pierre Rivet. Eh bien, nous sommes sur la RD 531, la fameuse route des Gorges de la Bourne. En venant de Pont-en-Royant, nous sommes environ 1 kilomètre après la bifurcation pour les grottes de Chorange. C'est ici que la route est fermée et c'est ici que, comme vous le voyez derrière moi, le rocher est tombé suite, semble-t-il, aux pluies diluviennes d'hier dimanche. Alors, dans ce genre d'incident, le conseil départemental de l'Isère ne prend aucun risque. Il y a une procédure très stricte. Il ferme la route en attendant de pouvoir dégager. Comme nous l'explique Bernard Perazio, le vice-président chargé des routes au département de l'Isère. On a subi depuis 48 heures des intempéries complètement anormales, c'est-à-dire des vents à plus de 120 km/h. On était en alerte météo, suivi de pluies diluviennes tout le dimanche. Donc on ne réouvrira pas sans inspecter l'ensemble de la falaise. En plus, nous avions prévu pour cette semaine une campagne de travaux, donc nous la maintenons, nous l'intensifions et ouvrirons la route que lorsque toutes les garanties seront acquises. Allez, le département met tout en œuvre justement pour ouvrir cette route avant la fin de la semaine. Reportage complet à voir ce soir dans notre journal à 19h. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 3 mineurs de 11 à 15 ans ont été blessés hier soir dans un centre de vacances à Pralognan-Lavanoise en Savoie. La partie du bâtiment sur lequel ils se trouvaient s'est effondrée, certainement en raison du poids de la neige. Les 3 jeunes ont été transportés à l'hôpital d'Albertville. Plus d'infos sur notre site alpes.france3.fr. Notre sujet grande région à présent nous emmène en Ardèche, à Aubenas, où là-bas aussi des agents de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes sont en grève aujourd'hui. Les syndicats protestent contre la réorganisation de l'accueil des demandeurs d'emploi. Ils sont désormais accueillis librement le matin seulement, contre la journée entière auparavant. Reportage Vanessa Fize avec Nicolas Ferraud. Les portes s'ouvrent ce matin à tous les demandeurs d'emploi. Cet après-midi, elles resteront closes, à moins d'annoncer à l'interphone un rendez-vous pris en amont sur Internet. Voilà le principe de la nouvelle réorganisation du travail. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas auprès des conseillers de l'agence albenacienne. Pour les grévistes, ce dispositif ne fera qu'écarter un peu plus une partie des demandeurs d'emploi de l'aide dont ils ont besoin. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes, il vient, il dit qu'il est là et je le reçois. Demain, seuls ceux qui sont au courant, seuls ceux qui maîtrisent pourront le faire. Les autres arriveront devant une porte fermée. On leur expliquera qu'ils reviennent le lendemain matin pour prendre un rendez-vous autrement. Donc en fait, il y a plus de filtres, il y a plus de freins, il y a plus de contraintes. Donc il risque d'y avoir, pour moi, à mon avis, des laissés pour compte. 12 000 demandeurs d'emploi d'Ardèche méridionale dépendent de l'agence d'Aubenas contre 7 000 il y a 7 ans. Chaque jour, 200 à 300 personnes franchissent la porte. Elles viennent parfois de loin. Pour les grévistes, refuser une entrée spontanée empêche un accompagnement sérieux qui s'adapte à tous les cas. Pour la direction, en revanche, dégager les après-midi pour des rendez-vous et des prises de contact rend le travail plus efficace et plus confortable. Nous avons une forte augmentation des demandeurs d'emploi depuis 2008. Aujourd'hui, cette organisation permettra non seulement de personnaliser la relation avec le demandeur d'emploi pour un accompagnement plus rapide à l'emploi et également de multiplier les contacts du conseiller avec le demandeur d'emploi qu'il suit. Et la direction rappelle aussi que l'agence reste ouverte 35 heures par semaine. Ce qui change, ce sont les rendez-vous concentrés sur l'après-midi. Comme chaque lundi, nous poursuivons notre journal avec notre chronique Alpes Express, présentée Fabrice Légat. Bonjour Fabrice. Bonjour Pauline. Et en Italie, une institution des courses d'endurance en montagne connaît de sérieuses difficultés. Si Pauline, les 1800 participants du monde entier déjà préinscrits à l'édition 2016 du Tour des Géants retiennent leur souffle en ce moment. Après des mois de polémique entre la société privée en charge de l'organisation de l'un des trails les plus durs au monde et la région Valle d'Aoste, la rupture est désormais largement consommée. La semaine dernière, le président de la région Valle d'Aoste a décidé de renverser la table et de reprendre l'organisation à son compte. La 6e édition de la course aux 330 km de sentiers, des hauts sommets et 24 000 mètres de dénivelé positif devrait donc bien avoir lieu entre le 11 et le 18 septembre prochain. Mais dans quelles conditions? Pour l'instant, c'est encore le flou le plus artistique.
En Suisse, à présent, c'est un carnaval miraculé qui s'est ouvert à Fribourg. Oui, Pauline, car l'été dernier, on ne donnait pas cher du carnaval de Bolz et de son grand Rababou, c'est le nom de son bonhomme carnaval. Et puis hier, eh bien regardez, dans les rues de Fribourg, on n'avait quasiment jamais vu autant de monde pour admirer les 17 chars défiler et entendre les airs joués par 11 groupes de Guggenmusik. C'est le nom de cette musique de carnaval empruntée à leurs homologues alémaniques. Et puis, c'est un quasi-miracle accompli par les 13 bénévoles du nouveau comité d'organisation. L'ancien avait démissionné l'été dernier pour cause de difficultés financières et le grand Rababou, vous l'avez vu, a pu brûler sur la place de Fribourg comme c'est le cas depuis 48 ans. Allez, on reste dans les traditions maintenant, les traditions menacées là encore, mais pas tellement par les difficultés financières comme on vient de le voir. Mais en Italie, il s'agit d'une tradition mise à mal davantage par le trop-plein d'argent proposé par des multinationales pour accueillir quelques-unes des plus belles vitrines de Turin. Regardez, reportage Greg Lespinasse et montage Lisa Bouchot. Ils sont l'une des plus belles cartes de visite de Turin, la vitrine la plus emblématique de son histoire aussi. Les 14 cafés et pâtisseries classés Locali Storici d'Italie cachent derrière l'élégance de leur devanture une entrée dans le XXIe siècle mouvementée. Il en va ainsi pour l'un des plus anciens d'entre eux, Pfatic, une griffe turinoise qui a fêté son centenaire cette année en affichant « à vendre » sur sa porte. Annoncé un peu à l'emporte-pièce par la presse locale le mois dernier, ces difficultés existentielles n'en demeurent pas moins vraies. Comme disait mon père, à l'origine, les trois sources de notre clientèle, c'était l'armée tout d'abord, avec tous les états-majors des casernes qu'il y avait autour. Et puis la noblesse, on ne comptait pas les ducs, comtesses et baronnes qui venaient ici. Enfin, le gratin de la communauté juive. Imaginez que dans les années 60-70, ce quartier avait encore le double d'habitants de maintenant. Mais la cour du roi est partie en exil. L'armée et les Turinois ont fui le centre-ville pour la périphérie et l'antique café est resté un peu seul. À 2 pas de la gare centrale, certes, avec sa belle histoire, ses clients célèbres, sa tradition d'excellence pâtissière. C'est bon ici? Extraordinaire, je vous le conseille. Mais son compteur à clients est désespérément resté bloqué. Et puis le monde a changé, la modernité est arrivée et la vieille caisse enregistreuse s'est grippée. Quand tous ces commerces historiques ont été créés, il n'y avait aucune loi, aucune norme qui encadrait leur activité. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais ces dernières années, quand on nous a pondu toutes ces directives de l'État, de l'Europe, ces normes conçues pour des ateliers ou des usines modernes, nous on avait tout aux normes, mais celles d'il y a 120 ans en arrière. Attention à la descente, en effet. Marco a dû sacrifier sur l'autel de la modernité les machines à chocolat installées à la cave par son grand-père, adapter le laboratoire de pâtisserie aux nouvelles normes, tout en sauvegardant un savoir-faire séculaire. Un exercice de grand écart auquel plus d'un petit propriétaire s'est épuisé ces dernières années, comme celui du célèbre Café Platti, fermé en janvier avant de se faire racheter. Si vous regardez la principale rue commerçante de Turin, vous verrez que toutes les enseignes qui étaient autrefois celles d'entrepreneurs turinois ont été rachetées par des multinationales. Simplement parce qu'elles peuvent payer aux propriétaires des murs, des loyers beaucoup plus élevés qu'un petit entrepreneur. Il faudrait mieux protéger ces grands noms de cafés historiques pour qu'ils ne soient pas toujours vendus aux plus offrants. C'est ce qui aurait pu arriver à celui qui passe pour être le plus beau d'entre eux. Depuis 1875, Baratti à Milano est à Turin ce que la closerie des Lilas est à Paris. Une closerie plus pâtisserie que brasserie, acquise au tournant de l'an 2000 par un industriel du chocolat piémontais. Un capitaine d'industrie aux allures de chevalier blanc pour ce chef-d'œuvre en péril. Tout ici est d'époque. Tout ce que vous voyez date de l'ouverture en 1875. Que ce soit l'ameublement, les sièges, les stucs, les vitres, les bronzes. En 2003, mon groupe a repris la gestion de ce local. Nous l'avons fermé 1 an au public pour le restaurer entièrement et lui redonner son lustre de 1911, lorsqu'il a été inauguré. Pour nous, ce local, c'est l'image de marque de tout le groupe, et il le représente bien. Plus qu'un sauvetage, une preuve que les vitrines historiques turinoises sont encore promises à une longue vie. Alors, un petit café pour la route ?
fait envie. Pour finir, quelques images d'un monstre de neige et de glace. Oui, un monstre qui n'est autre que le plus grand igloo du monde. Il a été construit la semaine dernière dans la station suisse de Zermatt, dans le Valais. Je vous donne juste ses mensurations, 20 mètres de diamètre pour 11 de hauteur. Il est entré évidemment dans le Guinness des records. Merci beaucoup Fabrice, on vous retrouve samedi pour un nouveau magazine Alp Express. Et on va s'ouvrir l'appétit avec ce très beau documentaire sur Paul Bocuse. Il est signé entre autres Odile Mattei, que vous connaissez bien puisque c'est elle qui chaque semaine est aux commandes de Goût et Voir sur France 3. Ce documentaire baptisé Paul Bocuse, le passeur des bords de Saône, sera diffusé ce soir après le Soir 3. Il retrace le parcours étonnant de ce grand homme de la gastronomie lyonnaise et française. Alors avant d'en parler avec Odile Mattei, on regarde un extrait. C'était la vraie petite auberge des bords de Saône. Et l'hiver était difficile. Et Paul en parle. Aujourd'hui, il en parle beaucoup encore. On n'avait vraiment pas tout le temps de quoi manger. Enfant, Paul voit son père cuisinier habillé avec un tablier de plongeur pour ne pas faire d'ombre à la mère lyonnaise, propriétaire de Léon de Lyon. Blessé par cette injustice, Paul Bocuse exigera plus tard des tenues blanches impeccables pour les chefs. Ce ne sera pas la seule épreuve. En 1924, mon grand-père a vendu le restaurant avec le nom et le fond. Oui. Et nous, on n'a pas pu s'appeler Bocuse avant 1966. Vous voyez, Ouais. on était obligé de racheter le nom. Mais aujourd'hui, c'est bien Paul Bocuse. On essaye de le conserver aujourd'hui. Un nom qu'il fera plus que conserver, puisqu'il l'affichera, l'exhibera de façon quasi obsessionnelle. Odile Mattei, bonjour. Vous êtes donc co-réalisatrice de ce documentaire. On sait que les apparitions de Paul Bocuse sont rares. Vous vous êtes donc appuyée sur deux grands témoins pour réaliser ce film. Oui, deux de ses amis, Alain Vavreau, qui est son designer, et son ami chef, 3 étoiles, Pierre Troisgros, qui l'a connu très très jeune. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, Odile, dans ce documentaire ? Quelques aspects de la vie de cet homme, de ce chef exceptionnel, devenu l'icône de la gastronomie française. Il est né au bord de Saône, dans la guinguette familiale, et aujourd'hui, son nom rayonne dans le monde entier. Et ce nom de Paul Bocuse est le modèle, même pour des gamins qui sont apprentis et qui sont âgés de 14 ans. Et ça, c'est la force de celui qui est devenu un mythe. Alors justement, Paul Bocuse, qui va fêter ses 90 ans, est à la tête d'un véritable empire, une vingtaine de restaurants, un livre, un concours de cuisine à son nom. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, lui, personnellement ? Aujourd'hui, il est toujours dans son auberge du pont de Collonges. Paul Bocuse, vous savez, est fatigué. Il a la maladie de Parkinson, donc il a un traitement très lourd. Mais tous les jours, il va jeter un coup d'œil en cuisine. Et quand il peut pas aller dans sa cuisine, il reste dans son bureau. Mais tous les employés viennent lui dire bonjour, lui dire un petit mot, lui raconter comment s'est passée la salle. La cuisine est au courant de tout, Monsieur Paul, comme on l'appelle dans le milieu. Assez rapidement, qu'est-ce qui fait, selon lui, qu'il est différent des autres chefs ? Qu'est-ce qui fait son excellence ? Parce que ça a été un créateur, un précurseur. Il a toujours une longueur d'avance, comme dit Pierre Troisgros. C'est un visionnaire. On pourrait le penser ringard, non. Il a toujours une idée après l'autre. Et c'est quelqu'un qui a une force terrible. Merci beaucoup, Odile Mattei, d'avoir répondu à nos questions. Le documentaire, donc, à voir ce soir sur France 3, après le Soir 3. Merci. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale.